Commencer dans quelques instants. Merci aux personnes qui ne sont pas encore installées de bien vouloir le faire. Comme ça? Ok. Tout le monde entend? Super. Bon. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes là avec nous cet après-midi. C'est vraiment un encouragement pour les personnes qui, depuis 2 ans, dans le collectif santé, se mobilisent pour défendre l'hôpital de Ploërmel. Les buts de la rencontre de cet après-midi. Qu'est-ce qui m'a mis les lumières? Avoir juste un petit peu, Ok. Donc voilà les buts de la rencontre de cet après-midi. Partager avec vous les informations que les membres du collectif ont pu glaner, qu'ils ont découvertes et reçues sur la situation de l'hôpital de Ploërmel, mais également plus largement sur la crise hospitalière en France. Vous expliquer le pourquoi de nos inquiétudes, malgré les propos rassurants de la direction du GHT, de l'hospitalier territorial, et de l'ARS, l'Agence régionale de santé, et avancer ensemble dans la recherche de solutions et de propositions pour préserver le bien commun qu'est notre hôpital public. Et nous mettrons une focale cet après-midi sur la question suivante: comment les soignants et les usagers peuvent davantage participer aux décisions qui nous concernent et qui les concernent. Le déroulement de cet après-midi va se passer en 3 temps. Il y aura d'abord une présentation rapide du collectif santé par Alain. Ensuite, une présentation de la situation des hôpitaux, de la crise hospitalière France-Bretagne et des enjeux sous-jacents par Cécile Vigneault, que je vous présenterai tantôt. Et ensuite, un partage de réactions et de points de vue entre nous, en sous-groupe de 6 à 8 personnes, pour ceux et celles qui le souhaitent, sachant qu'il n'y a aucune obligation de parole. Chacun peut se contenter d'écouter, peut même circuler d'un groupe à l'autre. D'accord ? Et pour terminer, par une mise en commun de nos réflexions, peut-être pour aboutir à quelles sont les priorités du collectif santé pour la suite des événements. Alors avant de démarrer, quelques précisions utiles. Cette rencontre de cet après-midi est en quelque sorte un collectif santé élargi. La plupart des membres du collectif santé, c'est-à-dire entre 12 et 15 personnes, devraient être là. Un certain nombre de médecins ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas disponibles. Mais dans le collectif santé, bon, il vous en parlera tout à l'heure, hein, je ne vais pas plus loin. Oui, voilà, c'est une force de réflexion et de proposition pour avancer, et à ce titre, nous n'avons aucun parti pris partisan dans le collectif santé. Au contraire, ce que nous souhaitons, c'est avancer ensemble à partir de points de vue différents sur une même réalité, en s'enrichissant des différents points de vue. Pendant les échanges, c'est inscrit ici, nous vous proposerons d'éviter de couper la parole, d'écouter avec attention et bienveillance, et d'oser, si vous le pouvez, exprimer vos avis, idées et points de vue. Les consignes resteront là au tableau. Et je passe la parole maintenant à Alain pour la présentation du collectif santé. Merci, bonsoir. Donc le collectif santé est né de la rencontre lors d'un mouvement social du personnel de l'hôpital en décembre 2019. Personnel de l'hôpital qui se mobilisait sous le grand titre « L'hôpital en danger ». Et donc à cette occasion-là, des citoyens, nous membres de Citoyens Ça nous regarde, étions présents à cette manifestation, et donc cette rencontre-là a abouti à la mise en place de ce collectif. Donc collectif que nous avons souhaité élargir le plus possible à des personnels soignants, à des médecins en activité ou en retraite, des élus, l'objectif, et des citoyens évidemment, l'objectif du collectif, c'est bien d'informer, de s'informer sur la situation de l'hôpital de Ploërmel, de comprendre pour pouvoir
diffuser ces informations le plus largement possible. On se rend compte que l'information est très difficile à obtenir, qu'il faut la décrypter. Et donc c'est une des missions que s'est donné le collectif, c'est de décrypter les annonces qui sont faites, qui sont pas toujours simples à comprendre. Donc ça demande de croiser les informations. C'est aussi de mobiliser les élus. Donc nous faisons un travail régulier d'information des élus. Nous sommes intervenus auprès des 2 conférences des maires de Loust, la procédante communauté, et de Bleu-Hermel communauté. L'objectif aussi, c'est vraiment de faire diffuser l'information et de faire en sorte que la population aussi est consciente de ce qui se passe et puisse intervenir. Et c'est l'objet de notre rencontre de ce soir, que de pouvoir entendre le professeur Cécile Vigneault, qui nous fait la gentillesse d'être présente, et puis de pouvoir échanger aussi, de pouvoir prendre la parole ensemble. Donc ça, c'est un des objectifs du collectif. Donc en résumé, on pourrait dire, c'est comprendre pour agir. Agir pour défendre l'hôpital public d'un territoire rural. Donc pour ceux qui veulent, ou celles qui veulent rejoindre le collectif, il y a possibilité de laisser ses coordonnées à l'entrée. En termes de diffusion d'informations, nous avons travaillé sur une brochure qui est disponible, que nous venons d'éditer, qui est disponible sur la table du fond. Brochure que nous avons envoyée à l'ensemble des mairies du pays de Bleu-Hermel. Donc mairie de Loust, la procédante communauté, et mairie de Bleu-Hermel communauté. C'est un point de vue qui est apporté aux élus. On pense que, évidemment, les élus, c'est important d'être en relation avec eux. Il s'agit bien de faire un travail, une mobilisation générale du territoire. Voilà. Bon, écoutez, je redonne la parole à François. Merci Alain. Vous aurez donc tout à l'heure l'opportunité dans les sous-groupes de poser les questions qui vous viendraient pendant l'intervention. Rennaise, collectif au niveau national. Elle est comme nous engagée pour la défense d'un service public hospitalier de qualité. Sa position soignante et d'enseignante rend son point de vue et son analyse particulièrement intéressant à notre avis, tant pour les usagers et patients que nous sommes, que pour les élus et pour les administratifs. Voilà, on est parti pour une trentaine de minutes et ensuite on se retrouve. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter mon point de vue, mais celui aussi du collectif Interhôpitaux, dont vous avez dû entendre parler pas mal depuis 2 ans, qui se bat pour la défense de services publics. Et puis avec Alain et François, on s'est rencontrés et donc je vais vous faire un petit overview de comment on en est arrivé là. Parce que je pense que si on veut discuter et avancer et faire des propositions, il y a le monde idéal qu'on aimerait tous, et puis il y a le monde réel, et il faut s'ancrer dans le monde réel pour trouver les choses qui permettent d'avancer, d'avoir le meilleur service d'hôpital public près de chez vous, mais pas quelque chose d'infaisable, parce que sinon, si on fait que des propositions infaisables, à mon avis, on n'aura rien. Alors, si on veut revenir, j'ai fait un peu d'historique en fait. Au sortir de la guerre, c'est les jours heureux et c'est la création de la sécurité sociale. C'est important parce que cette sécurité sociale et ma santé 2022, donc Madame Buzyn, j'ai pris les diapos du ministère parce qu'ils ont une belle iconographie, je trouve que c'est très joli, ça donne très envie. Après, il faut voir comment. C'est beau. Décloisonner le financement, décloisonner l'organisation des soins, décloisonner les exercices professionnels et les formations. Alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, donc je regarde les petites flèches en bas. Décloisonner le financement, c'est par la rémunération de la qualité, de la pertinence, par la prise en charge, la prise en compte de la patientèle. Voilà, vous avez 4 heures. Décloisonner l'organisation des soins, c'est par la coopération en proximité, ville, hôpital médico-social, hôpital public, hôpital privé et entre professionnels de santé.
décloisonner les exercices professionnels et les formations par les exercices mixtes ville-hôpital, par des parcours de formation tant en ville qu'à l'hôpital. Ça me laisse un peu perplexe. Et donc, toujours sur le site du ministère, on avait ce beau schéma, et je vous l'ai mis parce que je pense que ça va être un peu le cœur de la discussion après pour vous. C'est de dire qu'il faut des soins hyper spécialisés par les CHU et les centres de référence, des soins spécialisés par les médecins spécialistes dans les centres hospitaliers généraux et de territoire, et puis des soins de proximité par les professionnels de ville et les hôpitaux de proximité. Et donc mieux orienter les patients et mieux répartir les moyens. Et puis est arrivée la crise, le Ségur et tout ça. J'aurais dû mettre le Ségur après. Alors je vais mettre les diapos du Ségur avant. Je me suis trompée dans le sens, excusez-moi. Donc il y a eu la crise de l'hôpital qui avait commencé il y a pas mal de temps, mais le collectif Interurgence fin 2019 est né, suivi par le collectif Interhôpitaux il y a 2 ans, dans lequel je fais partie. Un certain nombre de grèves, de manifestations, on a démissionné de nos charges administratives en janvier 2020, donc c'est important de rappeler tout ça parce que c'était avant le Covid qu'on dénonçait déjà le manque de lits de soins intensifs, voilà, le manque de personnel. Et donc ça, plus la crise Covid, a entraîné le Ségur de la santé à l'été 2020, et le Ségur de la santé, là aussi c'est l'iconographie du ministère, a entraîné des choses bien et des choses moins bien, mais des choses plutôt homéopathiques, on va dire. Donc une revalorisation des salariales des soignants, c'est ce qu'on demandait, mais 183 € net, ça ne remet toujours pas les soignants au niveau moyen de l'OCDE. Donc c'est bien, mais c'est certainement pas suffisant pour que les infirmières et les aides-soignantes aient des salaires décents. Un investissement au quotidien. Alors l'investissement du quotidien, c'est essentiellement donc 650 millions d'euros, c'est beau, 650 millions d'euros, mais il faut le diviser par tous les hôpitaux, ça ne fait pas forcément beaucoup. Des crédits supplémentaires pour la recherche de 50 millions d'euros, ça c'est très bien, probablement pas suffisant, mais c'est déjà ça. Et puis à droite, vous avez des beaux chiffres, 1300 places supplémentaires, 3600, 2600 lits, etc. Donc il faut diviser ça par le territoire, et donc 1300 places supplémentaires en institut de formation des soins infirmiers, en sachant qu'il y a des écoles d'infirmières pratiquement dans tous les hôpitaux. Ça doit faire, je ne sais pas, même pas 10 places supplémentaires par institut. Et lié à la demande, donc ils avaient mis, là ils ont mis 2686 ouverts, déjà ouverts, et 4000 à terme de lits à la demande. Donc c'est les lits flottants, ça c'est un concept aussi. Le lit flottant, il va l'hiver à la montagne et l'été sur la côte. 4000 lits pour toute la France. Ça veut dire, si on considère que les CHU, ça veut dire même pas 10 lits par secteur de CHU en fait, puisqu'il y a 35 CHU. Et puis la télésanté, de faire des consultations, mais ils ont mis, c'est super, il faut faire de la téléconsultation. Vous voyez, en 2020, on en a fait, bah oui, on en a fait parce qu'on n'avait pas le choix, on était confinés. Mais clairement, nous, par exemple, on est très vite revenus à la vraie consultation. Je ne sais pas si vous, les uns et les autres, avez eu des téléconsultations, mais examiner un malade par téléconsultation, moi, personnellement, je ne sais pas faire. Et même annoncer à un malade qui va devoir démarrer la dialyse sur Internet, enfin en visio, je trouve ça pas très humain comme façon de travailler. Donc c'est probablement une aide intermédiaire pour des malades chroniques qu'on connaît bien et qui prennent leur tension, se pèsent, etc., font un certain nombre de choses, mais ça ne remplace pas, à mon avis, de la médecine de soins. Toujours dans le Ségur, donc des CPTS, les communautés professionnelles territoires de santé, donc ça je connais moins bien parce que c'est plutôt pour la ville. Des sites pilotes pour les services d'accès aux soins, c'est assez flou aussi la différence entre ça et les plateformes actuelles du SAMU. Et puis quand même 35 psychologues en plus. J'espère que vous mesurez. 35 CHU, 35 psychologues en plus. Ouais. Ça va changer la face du monde. Et donc c'est arrivé du coup à la loi RIST. La loi RIST, c'est la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. C'est beau, hein. Et donc, bon, il y a beaucoup de choses dans la loi RIST, on ne comprend rien, c'est un truc qui est simplifié, on ne comprend pas grand-chose. Et surtout, tout est optionnel, en fait. Donc il y a beaucoup d'options. Comme si les hôpitaux pouvaient faire ce qu'ils voulaient.
notamment dans la gouvernance de l'hôpital, et c'est là où, à mon avis, il faut voir ce qui est faisable, parce que comme les options sont posées, il faut obliger les directions à prendre les options. Mais par exemple, les pôles à l'hôpital sont optionnels, mais doivent être discutés par la direction et les chefs de pôle. Donc autant vous dire que les pôles ne sont pas prêts de disparaître, parce que je connais personne qui va s'enlever du pouvoir. Donc demandez aux chefs de pôle s'ils veulent garder leur pôle, vous allez me répondre. Et donc pour le GHT, j'ai juste ressorti cette phrase-là du GHT. Donc le GHT devient encore plus important avec la loi Rist, puisque les hôpitaux secondaires des GHT deviennent un peu sous tutelle de l'hôpital principal. Mais normalement, on doit avoir une CME de GHT, donc un comité médical d'établissement de GHT, et c'est là qu'il va falloir, à mon avis, se battre pour que ça ne soit pas que la CME de l'hôpital principal qui dirige le GHT, mais vraiment des gens de partout du GHT. Et là, ça peut être intéressant parce que si on met des gens de partout du GHT qui discutent en CME, on peut trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Il est marqué qu'on peut fusionner la CME et la SMIR. Alors ça, les acronymes qu'on n'arrive même pas à prononcer, c'est pas très bon signe. C'est la Comité des soins infirmiers et médico-techniques, le R, je ne me souviens plus. Et nous, on se bat pour dire qu'il faut fusionner les deux, puisqu'il faut qu'on discute tous ensemble, pas les médecins d'un côté et le reste du monde de l'autre côté. Donc c'est possible, mais donc il faut le demander, parce que nous, par exemple, notre direction ne nous a pas proposé de le faire. Et puis ils veulent faire des filières de soins, ça c'est important, et je pense que là on a une bonne piste, les filières de soins, avec des services et des pôles de GHT, mais il faut vraiment se battre pour que ça soit des vraies filières organisées et non pas des annexes. Donc si on veut résumer un peu, alors je ne vous ai pas mis, bah si. C'est pareil, les diapos ne sont pas tout à fait dans l'ordre, mais je vous ai mis aussi quelques données que j'ai retrouvées un peu par-ci par-là, qui sont intéressantes, qui sont finalement le résultat de ces 40 années de politique de santé. Par exemple, là, vous voyez l'évolution entre 2011 et 2016 des emplois dans les établissements publics de santé. Et donc le nombre total d'emplois a augmenté de 2,3%, donc on embauche à l'hôpital public. Mais l'activité a augmenté, le nombre de séjours de 3,5%, le nombre de séances, donc cette fameuse ambulatoire, de 13,1%, et le nombre de passages aux urgences de 12,6%. Donc faire 10% d'augmentation d'activité avec 2,3% d'augmentation du personnel, forcément on a plus de travail et donc moins de temps auprès de chaque patient. Ça c'est l'évolution du numerus clausus. Donc le numerus clausus, vous vous souvenez, c'est 72. On a baissé le nombre de médecins jusqu'au début des années 90. C'est ma génération, où là on a été plus bas, puis on a remonté. Donc quand on dit que c'est un problème de numerus clausus qu'il faut l'augmenter, il est énormément augmenté depuis 10 ans. Par contre, depuis 20 ans, par contre, le nombre d'enseignants à la faculté n'a pas augmenté. Et donc, on nous demande de former, on me demande de former 2 fois plus d'étudiants qu'il y a 10 ans. Et je suis toujours seule universitaire dans ma spécialité au CHU de Rennes. Donc forcément, on ne va pas pouvoir d'abord en former plus. Là, on a atteint la limite de ce qu'on peut faire. Et puis, on les forme moins bien parce qu'on a moins de temps à leur consacrer. On a également, ça c'est l'évolution du nombre de passages aux urgences entre 1996 et 2016. Le nombre annuel de passages aux urgences, vous voyez qu'il a doublé également. Et puis dans Ouest France cette semaine, il y avait le nombre de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. Et vous voyez qu'on est quand même à 5,84 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants quand le Japon est à plus de 12. Et même l'Allemagne, qu'on donne toujours en exemple, est à plus de 7 lits pour 1000 habitants. Et donc si on fait un petit résumé de ces 40 dernières années, on a formé moins de médecins,
Les infirmières, on en a formé plus, mais la durée moyenne d'une infirmière est entre 10 et 14 ans. Il faut peut-être se poser la question. On a plus de départs à la retraite, et là j'en reviens à ma première diapo, on a les départs à la retraite des baby-boomers maintenant. On a une évolution sociétale qui fait que vous remplacez pas un médecin généraliste qui part à la retraite par un jeune médecin généraliste, mais par deux, parce qu'ils veulent faire moins d'heures, et on les comprend. Pas forcément travailler 5 jours par semaine. On a une augmentation de l'espérance de vie grâce ou à cause finalement des progrès très chers de la médecine. On a moins de lits à l'hôpital public. On n'a plus de permanence des soins en ville dans pas mal d'endroits puisque c'est optionnel sur la base du volontariat, vous vous souvenez. On a des dépenses maîtrisées par l'ONDAM qu'on ne peut pas augmenter, une maîtrise de la base salariale pour pouvoir maîtriser cette ONDAM et un financement à l'hôpital qui est majoritairement à l'activité. Donc vous mélangez tout ça et ça donne un cocktail, à mon avis, un peu explosif, et ça donne un cocktail comme ça. Où est-ce qu'on est actuellement, finalement? Il faut raisonner en gestion de la pénurie et voir ce qu'on peut faire ensemble. On a une pénurie de personnel, ça c'est sûr, on a moins de gens formés et beaucoup de gens qui partent. Et là, dans cette dernière année, il y a énormément de gens qui sont partis. On a clairement une pénurie de lits, 100% d'occupation des lits, c'est juste pas possible. Une pénurie d'argent puisqu'on ne veut pas monter l'ONDAM. Là, c'est un problème sociétal, il faut qu'on voit ce qu'on veut faire, mais si on veut faire plus, il faut de l'argent supplémentaire pour la santé. Et puis de l'autre côté, on a des choses qui coûtent plus cher puisqu'on a plus de malades chroniques. Alors on peut décider, je reviens encore à ma spécialité, à 85 ans en France, on dialyse les gens. En Angleterre, on ne dialyse pas les gens de plus de 75 ans, donc ça c'est une décision de société. On peut décider de mettre à l'âge limite un certain nombre de choses. Je ne pense pas qu'on y soit prêt. L'augmentation de l'espérance de vie et l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé aussi augmente. Alors, sauf 2020 où il y a eu une petite baisse. On a des soins de plus en plus techniques, mais du coup de plus en plus chers, et des médicaments aussi de plus en plus chers, parce que les laboratoires pharmaceutiques les font payer cher, mais parce qu'ils payent aussi. Il ne faut pas oublier que dans tout ça, on a très peu d'argent pour la recherche académique, et que la recherche privée ou la recherche académique avec des fonds privés est très importante, et que si on veut, et que le prix des médicaments, il paye la recherche, et que si on veut des médicaments moins chers, il faut qu'on paye plus de recherche publique, et ça, on n'y est pas. Et donc ma dernière diapo, c'est pour présenter notre collectif, le collectif Interhôpitaux. Notre credo, c'est le juste soin pour le patient au moindre coût pour la collectivité. Voilà. On peut difficilement nous dire que c'est pas bon comme credo. Et pour ça, on n'a pas changé depuis 2 ans finalement. On est un peu monomaniaque, mais on a 4 grandes revendications. On demande une augmentation des effectifs soignants, mais aussi des non-soignants, parce qu'on nous rétorque souvent, mais vous voulez des médecins et des infirmières en plus, mais il n'y en a pas. Sauf que moi, sur ma journée de travail, je fais beaucoup d'administratifs, on nous a sucré nos secrétaires, on a enlevé les infirmières, les secrétaires hospitalières. Avant, vous aviez une secrétaire hospitalière qui n'avait pas de formation particulière, qui accueillait les gens dans les services, qui leur montrait leur chambre, qui leur expliquait pour le téléphone, qui accueillait les familles, qui leur donnait les documents de sortie, qui donnait les bons de transport, qui appelait les ambulances, etc. etc. Maintenant, ça a été remplacé par une infirmière de coupe. Ça s'appelle comme ça chez nous. Et dans pratiquement tous les services, c'est comme ça. Donc il y a une infirmière qui n'a pas besoin de compétences infirmières pour faire ce qu'elle fait dans la journée. Alors elle est assez contente parce que c'est du 8h-16h et qu'elle est assise pour une fois. Donc elles sont plutôt contentes. Mais pendant ce temps-là, elles ne sont pas auprès des patients. Donc, vous remettez des infirmières hospitalières, des secrétaires hospitalières, vous pouvez remettre les infirmières dans les soins. Et donc ce glissement de tâches, il est absolument permanent. Nos aides-soignantes, elles font coursier, puisqu'il n'y a plus de coursier. Donc elles vont chercher des médicaments, etc. Elles seraient peut-être plus utiles à faire une toilette ou réinstaller un patient. Donc c'est faux de répondre qu'on ne peut pas augmenter les effectifs parce qu'il n'y a personne à embaucher. Il y a clairement un problème de personnel, mais on peut aussi remettre les gens dans le cœur de leur métier, comme on dit. Augmenter les lits, si on veut régler le problème de l'attente aux urgences, il faut avoir des objectifs de taux d'occupation moyen des lits de 85% pour avoir toujours des lits disponibles.
Et puis il faut développer les lits d'aval. Ça, on manque beaucoup. Les patients, ils restent dans nos structures hyper spécialisées de CHU parce que vous n'avez pas de lit d'aval. On a aux urgences, sur les 50 patients qui attendent sur un brancard aux urgences, il y en a 10, 15, 20 parfois, qui sont des maintiens à domicile difficiles. Ces maintiens à domicile difficiles, ils n'ont rien à faire dans un service hyper spécialisé comme le mien, où j'ai pas de kiné, où j'ai très peu d'aides-soignantes, et où ils vont donc passer 15 jours, 3 semaines, parfois plus, à attendre une place dans un soin de suite et de rééducation, dans un EHPAD, dans une structure avec plus d'accompagnants. Et pendant ce temps-là, ils ne sont pas levés parce qu'on n'a pas de kiné, pas d'aide-soignante, ils se dégradent, ils ont des escarres, ils sont encore moins autonomes que quand ils sont arrivés. Donc on est délétère dans nos services hyper spécialisés pour ce type de patients. Donc il faut des lits d'aval avec, là encore, du personnel moins hyper spécialisé. On est en train de former des tonnes d'éducateurs sportifs là, en STAPS. Il faudrait que vous pouvez mettre avec une filière spécifique médicale, il faut leur donner des postes dans les services pour faire marcher les gens, etc. Ces lits d'aval, ils peuvent permettre aussi de rapprocher les patients de leur domicile, et probablement que dans les hôpitaux moins spécialisés, il faut plus de ces lits d'aval avec un personnel moins spécialisé, mais pour rapprocher les gens de leur domicile et de leur famille, et pouvoir orienter du coup les patients dans la structure adaptée. Mais tant qu'on sera à 100% d'occupation des lits, ce ne sera pas possible. Troisième de nos motions, c'est de partager la gouvernance avec tout le monde, avec les médecins, mais aussi avec les paramédicaux et les usagers, et revenir à l'unité service, enlever ces pôles qui sont une strate supplémentaire qui ne veut rien dire, pour pouvoir avoir des décisions proches du terrain. Les patients et leurs familles, donc les usagers qu'on est tous, les paramédicaux, les médecins de terrain, ils savent ce qui se passe dans le terrain. Et donc il faut les écouter et il faut prendre les décisions avec eux. Je peux vous donner une petite anecdote de cette semaine dans le service. On a externalisé les fonctions support. Donc ça veut dire qu'il y a une boîte privée qui vient faire le ménage. Et donc on supprime des aides-soignantes. Et on a, moi mon service il a la particularité d'être dans ce qu'on appelle le village à Pontchaillou. Certains d'entre vous connaissent peut-être, avec 3 services, les maladies infectieuses, la dermato et la néphro. Et donc on nous a dit on va vous mettre une équipe de nettoyage, net plus, voilà. Puis on a tous dit mais oui, mais on a tous nos sorties à la même heure. D'abord il faut faire des sorties avant midi, je vous rappelle. Et donc en gros les malades sortent entre 11h et 13h. Et donc et les entrées arrivent à 15h, donc entre 11h et 15h, on a tous les nettoyages de chambre qui doivent être faits par cette unité extérieure, et dans les 3 unités en même temps, forcément. Et donc ça fait 18 mois qu'on leur dit, si vous externalisez le nettoyage, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes par service entre 11h et 15h. Donc on a commencé cette semaine, mercredi, il y avait 2 malades dans le couloir qui attendaient que leur chambre soit faite, parce qu'en fait on avait une personne entre 12h et 14h pour faire le ménage des 3 unités. Voilà. On ne nous a pas écoutés, et donc moi, les aides-soignantes me sont tombées dessus en disant « mais c'est pas possible ». Je dis « écoutez, moi je peux rien faire, ça fait 18 mois que je le dis, ça fait 18 mois qu'on me dit que j'y connais rien ». Donc appelez la directrice des soins qui est passée, qui a dit « oh oui, mais c'est l'ajustement du TP ». Voilà, et puis il faut augmenter les salaires, ça c'est sûr, mais vous voyez que je l'ai mis en dernier parce que je pense que c'est pas notre préoccupation principale. Alors les médecins, on est bien payés, mais même les infirmières et les aides-soignantes, elles partent pas parce que leurs salaires sont bas, même si c'est difficile et qu'il faut qu'on les remette à la moyenne de l'OCDE, elles partent parce que leurs conditions de travail sont pas supportables et qu'elles n'arrivent plus à avoir du sens dans leur travail. Et ce qui nous unit au collectif interhôpitaux où il y a des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des usagers, etc., c'est cette perte de sens qu'on ressent dans notre travail et on veut retrouver le sens du travail. Et ça, c'est la priorité par rapport au salaire, même si pour les petits salaires, il faut qu'on arrive à les augmenter. Voilà, je vous remercie. Oui. Merci beaucoup pour cet éclairage sur la crise hospitalière vue d'un CHU à Rennes. J'ai appris des choses, c'est super.
Nous, dans le collectif santé, on a cette vision qui s'est construite un petit peu à la fois en 2 ans de recherche, d'écoute et de documentation de comment cette politique nationale est déclinée dans un hôpital public de proximité, entre guillemets, un hôpital en milieu rural. Puisque j'ai dit hôpital public de proximité, bon, j'en dis 2 mots. Il y a une loi qui prévoit aujourd'hui que les hôpitaux publics de proximité ne seront pas mandatés par l'ARS pour ouvrir ou maintenir une activité chirurgicale, une maternité. Et l'hôpital de Ploërmel remplit tous les critères de l'hôpital de proximité, puisqu'il y a des critères qui ont été définis sur l'âge de la population, enfin, il y a toute une liste que vous retrouverez dans notre brochure. Voilà, ça c'est l'une des raisons de nos inquiétudes, il y en a d'autres. Juste dire un mot avant de commencer, c'est que nous avons été, nous, confrontés en tant que citoyens impliqués dans le collectif santé à d'abord le discours du directeur général du GHT, que nous avons entendu 2 fois, et puis ensuite les propos des soignants, qui sont venus un peu à la fois s'exprimer, relâcher de l'émotion aussi au sein du collectif, pour nous dire toutes les difficultés qu'ils étaient en train de vivre, et ces 2 discours pour l'instant ne se rencontrent pas. Il y a une logique économique et financière d'un côté, et puis il y a des professionnels qui s'efforcent de faire leur métier le mieux possible, le plus humainement possible avec les moyens que leur laisse, mais qui sont en souffrance pour beaucoup de l'autre côté. Voilà où on en est. Tu voulais rajouter peut-être, Alain, quelque chose? C'est bon? Alors on va maintenant vous proposer de vous répartir en petits